Donc ce soir, la 4e rencontre de ce cycle de débat manège sur le thème du paysage. Nous avons précédemment traité de point de vue du paysage et de la photographie, du paysage végétal et du paysage urbain. Ce soir, nous traiterons donc de point de vue du paysage sonore en présence de Pessi Parvianen, qui est artiste, Roberto Barbanti, qui est à la gauche de la tribune, qui est théoricien de l'art. Ils seront tous les deux accompagnés de Mine Eudes, qui est également théoricienne de l'art, chercheuse en esthétique environnementale. Ils sont également accompagnés de Ria, qui aidera à la traduction, et je les remercie tous pour être présents ce soir avec nous. J'en profite également pour remercier les interlocuteurs qui ont porté le projet de construction de ce cycle de débat, c'est-à-dire le laboratoire d'excellence Art H2H et le laboratoire de recherche de l'école d'architecture, le LEAV. Voilà, je crois que je vais laisser la parole tout de suite à Emeline. Je vous rappelle que les débats sont enregistrés et devraient être incessamment sous peu, sous forme d'extrait, disponibles sur le web. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup Valérie. Donc je vais présenter un petit peu plus amplement nos intervenants de ce soir, que vous sachiez un petit peu les parcours et les spécialités de chacun. Donc Pessi Parviainen, comme le disait Valérie, nous vient de Finlande. C'est un artiste qui a d'abord été formé aux arts plastiques et plus particulièrement à la sculpture. Il vous montrera peut-être une sculpture que j'aime beaucoup, qui est aussi un instrument de musique, mais qui est quand même une sculpture en bronze, faite d'une oreille et de bras tendus avec les mains qui ressortent comme ça, les cordes de l'instrument tendues entre l'oreille et les mains. Voilà, ce qui est donc un objet qui montre bien en fait son intérêt qui a toujours été présent pour le son aussi, malgré en parallèle à cette formation d'artiste visuel et de sculpteur. C'est ce qui explique donc que nombre de ces interventions, notamment, ont une dimension visuelle, donc pas seulement sonore, mais aussi visuelle. Donc sa pratique questionne beaucoup les rapports du coup, donc, entre sonore, entre visuel et gestuel, du coup, parce que les performeurs sont actifs bien souvent dans ces interventions. Et il prépare maintenant une thèse de doctorat à l'Académie d'art dramatique d'Helsinki, donc dans le domaine de la recherche en art, qui je pense doit être quelque chose qui vous parle probablement, et qui est consacré donc au rôle du performeur sonore dans les arts vivants, donc dans le théâtre, la danse, la performance. Je vais vous donner le titre de sa thèse, donc, qui est en cours à l'heure actuelle, qui est en anglais, More Than Just Sound, The Live Musician in the Performing Arts. Et donc qui a pour but d'explorer le statut de différentes catégories, donc, telles que la musique et le son. Je pense qu'il reviendra là-dessus, il vous expliquera. Il y a des questions très intéressantes, notamment de savoir sur est-ce que la musique, par exemple, est une sous-catégorie du son. Enfin, voilà, je pense qu'on reviendra sur ces notions-là. J'ai fait une interview avec lui en fait pour une revue d'art qui s'appelle Art Nord, qui est spécialisée sur les arts nordiques et valses. Et il soulevait donc quelques questions, et je vais vous en donner deux. Peut-on parler d'un performeur sonore sans toujours en faire un musicien? Voilà, donc d'où cette question de la catégorie de la musique et la catégorie du son, quel type de relation elles entretiennent. Donc l'écologie sonore et l'écomusicologie sont pour lui des domaines d'expérience privilégiés et des mots-clés dans ses recherches. Il va nous présenter du coup donc, un certain nombre d'expériences menées dans ce domaine, telles des promenades sonores, des soundwalks, des évaluations acoustiques de lieux, ou encore des collaborations soniques, pour ne pas dire musicales. Voilà pour Pessi. À ma droite, donc, Roberto Barbanti, lui est philosophe, il est maître de conférences en art plastique à l'Université de Paris 8.
Il est spécialisé sur les relations entre technique et art contemporain, et plus particulièrement sur les questions d'écologie sonore, donc un terme sur lequel il reviendra plus amplement, notamment d'un point de vue historique, voir un peu d'où viennent toutes ces notions. Spécialisé aussi sur les questions d'écosophie, et qui sont effectivement très proches, et je pense qu'elles se rencontrent. Tu nous en diras probablement quelques mots ici. Roberto a notamment contribué à fonder la revue Sonorité, qui est ici, je vais peut-être la montrer maintenant, et puis tu nous en diras peut-être plus tout à l'heure. Une revue donc, qui est dédiée aux questions liées donc, au domaine du son, et qui est publiée par le groupe RAM, Rencontre, Architecture, Musique, Écologie. Voilà. Et il y a une dernière personne qui nous accompagne ce soir, qui est Ria Vatanen. Et je la salue très gentiment parce qu'elle va nous aider donc, à communiquer avec Pessi, qui parle un peu français parce qu'il a notamment vécu au Canada, mais qui se sentait assez impressionné de parler ici ce soir. Et voilà, il voulait être sûr que le message passerait bien. Donc Ria va nous aider à communiquer avec lui. Pessi m'a demandé de préciser aussi que la présentation qu'il va faire va être en français, mais il l'a écrite en finnois et il l'a fait traduire donc en français. Et voilà, on espère que tous les termes seront assez clairs pour votre compréhension. Et n'hésitez pas donc à la fin de la séance à poser des questions si vous voulez éclairer certains points. Alors, par rapport à cette séance sur le paysage sonore, je vais utiliser le petit espace-temps qui m'est donné maintenant pour faire une sorte de droit de réponse à Anne Coquelin, à la séance précédente, qui nous disait qui a très bien expliqué, je pense, pourquoi la notion de paysage urbain est compliquée, mais qui a dit, qui a pris le programme et qui a dit paysage sonore, ça c'est très simple, c'est évident, on voit tout de suite ce que c'est. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord parce qu'il y a cette relation un peu conflictuelle entre un point de vue forcément visuel et comment est-ce qu'on aborde un point de vue visuel à travers le son. Enfin, il y a une espèce de relation paradoxale ou approximative dans cette notion-là. Le son, c'est un phénomène physique, des ondes sonores, c'est des propagations, des interactions, du coup, avec les éléments physiques d'un lieu. Et dès lors, c'est difficile de partir donc, de la notion de point de vue. Il s'agit davantage d'un facteur environnemental, d'un composant, d'un milieu. Et c'est pourquoi il est plus approprié en général de parler d'environnement ou de milieu lorsqu'on parle du son. Maintenant, si on utilise malgré tout cette expression de paysage sonore, c'est notamment parce qu'il y a un livre très célèbre dans ce domaine-là qui a été écrit à l'origine en anglais par Murray Schafer, qui est un compositeur canadien. Le titre en anglais, c'est The Tuning of the World. Donc c'est dédié vraiment à la dimension acoustique de l'espace et du monde. Mais le titre a été traduit en français par l'expression de paysage sonore. Donc c'est effectivement une expression qui est assez répandue dans le langage. En fait, ce titre reprend la notion de soundscape que Schafer développe dans cet ouvrage-là. Et je voulais simplement signaler, je vais m'arrêter là, en guise de remarque introductive, que la traduction française de ce livre a ajouté un sous-titre, et le voilà, c'est toute l'histoire de notre environnement sonore à travers les âges. Donc pour établir un petit peu cette importance de la notion d'environnement et d'interaction avec les éléments de l'espace. Donc je vais maintenant laisser la parole à Pessi qui va nous présenter son travail. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je m'appelle Pessi Parabien. C'est la première fois que je vais présenter quelque chose en français. Donc, c'est un très, très spécial moment pour moi. Bien, je viens de Finlande, mais j'ai passé plusieurs années à Vancouver, au Canada. Voilà l'image. En tant qu'artiste, je suis pluridisciplinaire. J'ai étudié la structure
à l'Académie des Beaux-Arts de Toronto, la musique et la théorie de l'art à l'Université Simon Fraser à Vancouver, Canada. Et en ce moment, je suis doctorant à l'École supérieure d'art dramatique de Helsinki. Le TEAC s'appelle TEAK. Ce qui a toujours été essentiel pour moi, indépendamment du domaine de l'art, c'est le son. Je fais donc partie de ces artistes que l'on appelle souvent artistes sonores. Ce n'est pas une erreur, même si le terme d'artiste sonore peut souvent être un peu déroutant. Les gens peuvent s'imaginer qu'un artiste sonore travaille le son comme le fait le sculpteur avec le bois ou le métal. Mais le son en soi n'existe pas. Celui qui travaille avec les sons se trouve face aux matériaux sonores et face à des actes qui font produire des sons en matériau. Il faut donc agir sur un matériau pour que celui-ci mette à vibrer, pas très clair avec une table, mais fasse vibrer l'air et puisse être abattu comme ça. Le matériau, l'acte, la conséquence de l'acte. En conséquence, le soi-disant artiste sonore se trouve ainsi être, dans une certaine mesure, également sculpteur et chorégraphe ou metteur en scène. Le son, de par son essence même, fait appel à tout un ensemble de disciplines et est donc pluridisciplinaire. Ou bien, si lui est une son qui entre véritablement dans le domaine du toucher, il serait peut-être possible de parler de l'art du toucher. Comment nous, en touchant notre environnement, pouvons-nous faire entendre notre relation à celui-ci? L'exemple typique est bien sûr le musicien qui fait naître des sons consécutifs au toucher, au moins lorsqu'il s'agit d'un instrument acoustique ou analogique. Une interface numérique sépare le toucher et le son. Voilà, j'ai dû réfléchir un peu pour retrouver les raisons qui m'ont effectivement amené vers le paysage sonore. Armory Schafer, le compositeur canadien, parlait de l'univers comme d'une vaste composition musicale où tout son est musique et tous ceux qui font des sons, des bruits, sont musiciens. Cette idée me fascinait car elle semble être d'une certaine manière sans limite. Les sons faits par des instruments de musique et les autres sons qui nous entourent sont au même niveau. Il est vrai que ces idées ont été présentées par John Cage bien avant Armory Schafer, mais c'est dans l'écologie acoustique de Schafer que j'en ai pris connaissance de mon côté. Pour un sculpteur, c'est libérateur. En fait, une sculpture sonore n'est pas un mauvais instrument, mais c'est aussi une bonne source sonore, tout comme la guitare ou le violon, comme ça. Et au vent, nous avançons vers l'extérieur du paysage sonore. Je voudrais montrer une vidéo ici. Voilà. Voilà. C'est peut-être un peu noir, donc peut-être mieux. Ok. Pardonnez-moi, les textes sont en finnois. Mais je crois que c'est clair. C'est de l'exposition 2004, qui s'appelle Udipal. 5 sculptures sonores à l'Académie des Beaux-Arts, Toronto.
ukulele, c'est traditionnel instrument à faire. Voilà, donc c'était 2004. Ce n'est qu'après que certains aspects de la vision de Schaeffer ont commencé à me poser problème. Comment l'univers entier pourrait-il être notre grande composition, étant donné qu'il y a tant de choses contre lesquelles nous ne pouvons rien? Le grondement du tonnerre, la grêle, le rythme des saisons. Il est clair qu'il existe pas mal de sons que nous sommes incapables de prévoir. Il arrive comme ça ou n'arrive pas, indépendamment de nos intentions. Cet univers qui n'avait pas de limites précédemment se trouve de nouveau limité. Les sons appartiennent à deux catégories. Ceux que nous pouvons manier et ceux contre lesquels nous ne pouvons rien. Et maintenant, je me suis intéressé en tant qu'artiste à la relation entre ces deux domaines. Il s'agit là, bien sûr, de la relation à l'environnement, de l'écologie du son. Personnellement, je conçois l'écologie comme une question de agency, le terme issu de la sociologie anglo-saxonne, notre puissance d'agir, ce qui se trouve sous notre puissance, la relation à ce que nous n'arrivons pas à dominer. Il existe dans la recherche sur le paysage sonore une méthode qui constitue, de par sa simplicité, une approche fascinante du sujet. La promenade sonore, en anglais listening walk, actuellement plutôt sound walk. Il s'agit tout simplement d'une promenade faite dans le but d'écouter. On écoute l'environnement tel qu'il est pendant la promenade.
Et le compositeur est bien sûr tenté par l'idée de rajouter des sons pour accompagner la balade. Le public suit donc un parcours balisé, le long duquel et au cours duquel il vit un concert. J'ai réalisé 2 concerts dans cet esprit. L'image ici, From Dawn Till Dusk, de l'aube au crépuscule, a été présenté à Vancouver, Canada, en mai 2008. J'avais installé dans le parc, autour d'un petit lac qui s'appelle Trout Lake, une dizaine de musiciens qui jouaient un petit air composé par moi. Voilà la carte. Ici. Donc voilà la route. On commençait la balade ici, finissait aussi là. Le placement des musiciens. Voilà. Ah, c'est arrivé. C'est clair, non? Et c'était le parc A de la ville. Les musiciens formaient un grand cercle. Ils ont d'abord joué, l'un après l'autre. Ils ont d'abord joué une note, ceci pendant 2 tours. Donc, comme ça. Ensuite, ils ont observé une longue pause, et puis ils ont tous joué une longue note ensemble, suivie encore d'une pause. Cela se répétait. 2 tours avec des notes courtes, une pause, une note longue, une pause. Les musiciens restaient en place pendant que le public faisait le parcours conçu par moi. De cette façon, les auditeurs entendaient la musique et le bruit du parc et de la vie en même temps. Et voilà la vidéo.
C'était un ordre de voiture. C'était le signal pour faire de la pièce. Did you hear that dog owner there say that his dog was disquieted by all these quiet people? He wondered what was going on, and he said, it freaks out my dog. C'était 2008, mais mon deuxième concert promenade sonore, je l'ai réalisé en 2010 en Finlande, à Koli. Voilà, Koli. Dans le cadre de la conférence World Forum for Acoustic Ecology. Cette fois-ci, la balade ne se faisait pas dans un paysage urbain, mais dans un parc national. 5 musiciens classiques étaient placés le long du parcours. Ils ont joué la musique bien différente de celui de mon précédent concert national. Klezmer, musique folklorique, Faldez, Ravel, Verdi, Debussy. Je n'avais rien composé moi-même, mais j'avais adapté des morceaux en vue du spectacle.
Et la violoniste Ela Helske a également joué ses propres transcriptions microtoniques sur le chant d'oiseaux. Et un peu Olivier Messiaen aussi. Le titre de la performance, Kansallis äänimaisema, paysage sonore national, fait référence au thème de la conférence, ainsi qu'à l'histoire du lieu. À la fin du XIXe siècle, Colli a été considéré comme le lieu par excellence de la finitude. L'authenticité austère des terres sauvages était associée à l'idéologie nationale. Je m'étais posé la question suivante. De quoi avons-nous besoin actuellement, maintenant, 2010 les idéologies vont et viennent, les idées naissent et meurent, mais le coti, le home de l'anglais, la notion qui manque dans la langue française, mais peut-être chez soi, proche, c'est quelque chose de concret, d'indispensable. Est-ce que le paysage sonore national pourrait faire sonner le home ou, autre notion manquante, le sentiment de longing for home, peut-être avoir le mal du pays, comme ça. Pour moi, l'ancien émigrant, le sentiment de home reste toujours teinté de cette nostalgie. J'avais choisi certaines œuvres jouées sur des critères très subjectifs, car j'y entends ce que les Brésiliens semblent vouloir exprimer lorsqu'ils prononcent le mot saudade. Nostalgie, ce n'est pas vraiment nostalgie, mais si vous êtes brésilien, vous me comprenez. Je l'entends par exemple dans le klezmer, les chants folkloriques finlandais, et même dans l'Adagio Assai du concerto pour piano en sol de Maurice Ravel. Ceci n'était pas mon seul critère de choix. Le clarinettiste jouait le solo de La Forza del Destino de Verdi à un endroit où l'on rendait autrefois la justice et où l'on avait condamné les gens à voler à partir du sommet de la colline. La flûtiste, de son côté, a joué, entre autres, la volière de Saint-Saëns. Naturellement, l'endroit où se devaient trouver des oiseaux, avec une éventuelle juxtaposition intéressante, mais il faut dire que les oiseaux se taisaient. La représentation s'est terminée par la pièce Lampa Polska du compositeur finlandais Toivo Kuula, jouée par l'ensemble des musiciens. Pièce qui semble tellement finlandaise à l'oreille finlandaise, mais qui s'inspire en fait de la folia, les folies d'Espagne, un motif tellement répandu au cours du siècle qu'il peut être considéré plutôt comme européen. Voilà la vidéo.
Ensuite, j'ai eu l'occasion de placer les musiciens dans une échelle un peu plus importante lorsque j'ai participé à la réalisation de la deuxième représentation de Aurajoki Sinfonia en mai 2011 en Finlande. Cette symphonie, œuvre de Simo Alitalo, artiste sonore finlandais, a été produite 3 fois jusqu'à maintenant. Pour cette composition, il faut des cornes de brume des bateaux de rivière, des cloches d'église, des sirènes d'alerte et un canon à poudre noire. Tout cela représente déjà pas mal de bruit et de son, mais j'ai quand même rajouté à l'œuvre mon ouverture, jouée par environ 80 percussionnistes et instrumentistes avant, principalement les cuivres. La symphonie Aurajoki, ou la symphonie de la rivière Aura, a été représentée sur les rives du fleuve Aura à Turku, en Finlande. Comme il s'agit d'un port fluvial, les bateaux s'y trouvaient déjà tout près. Certains musiciens s'étaient installés au bord du fleuve, sur les 2 rives. L'idée de l'œuvre rassemblait à celle représentée à Vancouver. Les musiciens avaient de courts passages qu'ils jouaient chacun à leur tour. De cette façon, la mélodie, inspirée de bruit des cordes de brume de bateau, faisait des allers et des retours le long de chaque rive. Certains musiciens se trouvaient à bord d'un petit bateau qui naviguait sur le fleuve pendant la représentation. Ce groupe, un setour de cuivre, jouait une pièce distincte que j'avais composée pour l'occasion. Je pourrais vous en parler très longuement de cette symphonie, mais vous en aurez sans doute une meilleure idée en regardant le vidéo.
Je trouve que la symphonie sur le fleuve Aura permet de comprendre qu'une composition ne sort pas de nulle part. Tous les éléments de la performance faisant de toute manière plus ou moins partie du paysage du fleuve, même la fanfare en été. Et là, on les avait tous rassemblés. En fait, la symphonie sur le fleuve Aura est une sorte de résumé du paysage sonore des deux rives. En l'espace d'une demi-heure, on a pu entendre des sons qui normalement s'étalent sur une année entière. Voilà donc la problématique sur laquelle je me penche en ce moment en tant que chercheur du domaine artistique et que j'essaye d'élaborer dans ma thèse. Serait-il possible de percevoir la composition, le design sonore, la composition des sons en tant que réorganisation des sons, sans toutefois l'idée de Schaeffer sur l'univers entier en tant que composition? Autrement dit, pourrions-nous parler d'une œuvre artistique en tant que partie du paysage et pas l'inverse? Au lieu de dire que le cadre d'une œuvre artistique est tellement large que le paysage peut y rentrer, serait-il possible de ne pas encadrer l'œuvre? N'oublions pas que même là, on peut observer la différence entre les choses agencées et celles maintenues telles quelles. Choses que j'ai touchées, que j'ai déplacées, et celles auxquelles je n'ai pas touché. Mais c'est une différence pratique, pas une question de définition. Si l'on abandonne le cadre, la question qui ressort n'est pas celle de l'essence de l'œuvre, mais celle de la relation de l'artiste à son environnement. Quelle est la relation de l'artiste qui utilise les sons par rapport à l'univers dans lequel il vit et qu'il entend, dans lequel il entend? Maurice Merleau-Ponty a dit la phrase suivante qui me fascine à propos de Cézanne. Cézanne laissait le paysage germiner en lui et il a peint comment le paysage se pensait en lui. Comme il dit, le paysage se pense en moi et je suis sa conscience. Actuellement, je crois que nous tous, nous qui travaillons dans le domaine de l'agencement des sons d'une manière ou d'autre, nous aurions intérêt à réfléchir à la question suivante. Que serait cette disposition du point de vue du paysage sonore? Merci pour votre attention.